Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. À la une de l'actualité de ce soir, la députée Marie-Michèle Saoundjar Malal a été placée en détention provisoire à la prison d'Avaradjan hier soir à l'issue de sa première audition devant la Cour suprême. Atteinte à la sûreté de l'État est le chef d'accusation retenu contre elle. Ses avocats affirment que cette accusation ne leur a été notifiée qu'à la dernière minute, juste avant sa comparution devant la justice hier, et qu'aucune des procédures judiciaires requises en la matière n'a été respectée dans le cadre de son incarcération. Le procureur de la République près du tribunal de première instance soutient toutefois que toutes les procédures ont été respectées et précise que c'est la ministre de la Justice qui a signé l'ordre d'arrestation de cet ancien ministre. Les détails dans ce reportage. L'affaire concernant la députée Marie-Michèle Saoundjar Malal s'est déroulée dans une extrême précipitation hier soir. Cet ancien ministre de l'Éducation nationale a été gardée à vue depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Puis elle a été placée en détention provisoire à la prison d'Avaradjan par le régime de la refondation à compter d'hier soir. Atteinte à la sûreté de l'État, tel est le chef d'accusation retenu contre elle, selon les déclarations du procureur près de la juridiction de première instance hier. Toutefois, ce chef d'accusation n'a été porté à la connaissance de l'intéressée et de ses avocats qu'hier, en fin d'après-midi, alors qu'elle s'apprêtait déjà à comparaître devant la Cour suprême, selon ses avocats. Ces derniers ont également affirmé que de nombreuses étapes de la procédure judiciaire relative à la mise en détention de leur cliente n'ont pas été respectées et que ces irrégularités ont commencé dès sa garde à vue au sein de la brigade criminelle de la police nationale. Les avocats de la députée Marie-Michèle Saoundjar Malal annoncent qu'ils déposeront une opposition contre cette décision de la Cour suprême, estimant que ses droits n'ont pas été respectés. Ainsi, l'ancienne ministre est détenue à la prison d'Avaradjan depuis hier soir, dans l'attente de sa prochaine comparution. Outre Marie-Michèle Saoundjar Malal, 2 autres personnes seraient également impliquées dans cette affaire et ont été placées sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur prochaine audition. La pratique de la politique à Madagascar devient inquiétante étant donné ce que subit actuellement la députée Marie-Michèle Saoundjar Malal, selon le 7e vice-président de l'Assemblée nationale aujourd'hui. On assiste davantage à des persécutions et à une haine ciblée contre des personnes au détriment de l'application des lois en vigueur et du respect de celles-ci. Il estime qu'il est nécessaire d'examiner sérieusement les faits ainsi que les accusations portées contre les personnes exerçant des responsabilités dans le pays. Il souligne que les procédures légales doivent être respectées et qu'il faut éviter les règlements de compte politiques susceptibles de détruire le pays et de porter atteinte à la pratique de la politique à Madagascar. Toujours dans ce cadre, l'ancien président du Sénat, le général Richard Ravalman, a également été placé en détention provisoire à la prison d'Imirtiatousk. Le procureur de la République près du tribunal de première instance a indiqué qu'il est accusé de complicité pour avoir donné des ordres et incité des forces de l'ordre à recourir à la force, ayant entraîné des blessures et des homicides volontaires à l'encontre des manifestants lors des mouvements de contestation survenus en septembre et octobre 2025. Il est toutefois rappelé que cet officier général à la retraite a occupé de nombreuses hautes fonctions au sein de l'État, ancien ministre et ancien président d'institutions. Dans les actualités sociales, des mesures sévères seront prises à l'encontre des personnes prises en flagrant délit de vol d'électricité à l'issue de l'opération de ratissage qui débutera prochainement. Il s'agit d'une action visant à lutter contre les branchements illégaux et les fraudes dans l'utilisation de l'électricité, selon les explications de la JIRAMA. Les détails avec Ferna Rakusorsul. Un délai d'1 semaine est accordé aux ménages ayant effectué des branchements électriques illégaux ainsi qu'aux employés de la JIRAMA complices de ces pratiques pour procéder volontairement au retrait de ces installations illicites, a déclaré le directeur général de la JIRAMA. À l'issue de ce délai, des contrôles inopinés et des descentes sur le terrain seront menés et des sanctions seront appliquées à l'encontre des personnes impliquées dans le vol et la fraude. En effet, 10% des clients ayant fait l'objet d'enquêtes ont été identifiés comme auteurs de vols et de fraudes sur l'électricité au cours des 3 dernières années. Ces pratiques engendrent pour la JIRAMA des pertes s'élevant à plusieurs centaines de milliards d'ariars par an. Par ailleurs, ces vols détériorent la qualité de l'approvisionnement en électricité et favorisent la situation
La direction Ladjirama réaffirme sa politique de tolérance zéro, sans distinction de personnes ni de fonctions, y compris au sein même de l'entreprise, afin de préserver la qualité du service public et de prévenir toute perturbation de l'ordre, de la stabilité et du développement du pays. Et dans la page santé de ce soir, de nouveaux cas confirmés et 19 cas suspects de la variole du singe ou Mpox ont été recensés à la date du 18 janvier 2026 selon les chiffres émanant du ministère de la Santé publique. Madagascar compte actuellement 355 cas de variole du singe. Rappelons que le Mpox se propage par divers contacts physiques avec un malade porteur du virus ou encore en utilisation des matériels qu'il a touché. Reportage de Fenra Kotorsoul. 19 cas suspects de la maladie du Mpox ont été recensés à la date du 18 janvier 2026, selon les chiffres sortis par le ministère de la Santé publique hier. 2 cas confirmés complètent le tableau. Madagascar compte ainsi 355 cas de la variole du singe, avec 261 cas suspects au total et 94 cas confirmés. 197 tests ont été effectués, dont 90 à Mahazang et 118 dans d'autres régions. Pour le bien de tous, il est important de respecter les mesures de distanciation sociale, de mettre des masques, d'utiliser du gel ou de l'alcool pour ceux qui peuvent l'utiliser, mais aussi le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon. Un système dépressionnaire est en formation au sud du canal de Mozambique. Il pourrait se renforcer et évoluer en cyclone dans les prochaines heures. Les populations de plusieurs districts de la région sud-ouest sont déjà appelées à la vigilance. Les détails avec Rotristel Hakout-Malal. Le centre de ce système se situait à 9 h du matin, à environ 702 km à l'ouest de Ditampoul, dans le district d'Ampani, selon les informations communiquées par les services météorologiques. Classé dépression tropicale, le phénomène s'accompagne de vents de 55 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 75 km/h. La dépression tropicale se déplace vers l'est, légèrement sud-est, à une vitesse de 18 km/h. Elle devrait se renforcer et pourrait se transformer en cyclone dès cette nuit, avant de toucher les côtes de la région sud-ouest entre Anakau et Anjok, probablement demain matin. Face à cette situation, les populations des districts de Tuliar 1 et 2, Betukatsimu, Ampani, Belou et Tiumbe sont invités à appliquer les consignes relatives à l'alerte jaune. De fortes précipitations sont redoutées avec des risques d'inondation et les usagers de la mer de Murumbe à Tolagnar sont appelés à ne plus sortir en mer. Dans la page économique de ce soir, Madagascar compte aujourd'hui plus de 32 millions d'habitants, un chiffre en constante augmentation. Selon les Nations Unies, la population malgache pourrait atteindre 36,5 millions d'ici 2030 et près de 60 millions en 2050. Une croissance rapide qui pose une question centrale, l'économie nationale pourrait-elle suivre? Les détails avec Rotristel Hakout-Malal. Madagascar se caractérise par une population extrêmement jeune. En 2021, un Malagas sur 2 avait moins de 20 ans. Si cette jeunesse représente un potentiel, elle constitue aussi un défi majeur dans un contexte où 78% de la population vit en zone rurale, avec un accès limité à l'éducation, à la santé et à l'emploi. Le taux de fécondité reste élevé. En moyenne, une femme malgache a 4 enfants, mais les disparités sont marquées jusqu'à 8 enfants par femme dans le sud, contre moins de 3 à Antananarivo. Les chiffres sont clairs. Plus le niveau de l'éducation est élevé, moins le nombre d'enfants est important. Les femmes sans instruction ont en moyenne 6 enfants, contre 2 pour celles ayant fait des études supérieures. Cette croissance démographique exerce une forte pression sur l'économie. Écoles insuffisantes, hôpitaux saturés, chômage des jeunes, baisse du pouvoir d'achat. Malgré une densité encore faible, 56 habitants par kilomètre carré, Madagascar peine à répondre aux besoins essentiels de sa population. Les projections indiquent une espérance de vie de 70 ans en 2030. Une avancée certes, mais qui exige des ressources durables. Sans maîtrise de la natalité, le développement économique devient un défi presque insurmontable.
Pour les spécialistes, la solution est connue. Éduquer, informer et responsabiliser. L'éducation des filles et l'accès à la planification familiale sont aujourd'hui considérés comme des leviers essentiels du développement. L'Ancien Régime a déjà mis en place une stratégie de planification familiale. Est-ce que cela va se poursuivre? Maîtriser la croissance démographique, ce n'est pas renoncer à la vie. C'est offrir à chaque enfant un avenir meilleur. Pour Madagascar, l'enjeu est clair. Sans action dès maintenant, une natalité trop élevée pourrait compromettre durablement l'avenir économique du pays. Dans le reste des actualités locales, 18 000 ménages dans le district de Tolagnar bénéficieront du programme FIAVOUT mis en œuvre par le FID. Toutefois, cette aide n'est pas accordée gratuitement. En contrepartie, les enfants des ménages bénéficiaires doivent être scolarisés selon les explications des responsables lors de la réunion d'information tenue hier à Tolagnar. Reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal. 126 000 ménages répartis dans les régions Anos et Anjouy bénéficieront du programme FIAVOUT mis en œuvre par le FID, dont 18 000 dans le district de Tolagnar. Selon les responsables, le ciblage des ménages bénéficiaires a été révisé afin que l'aide profite réellement aux plus vulnérables. Des conditions ont également été instaurées pour l'accès à cette assistance, notamment des enfants à l'école. Cette aide varie entre 50 000 à 70 000 arrières tous les 2 mois. Les ménages bénéficiaires sont également accompagnés dans le développement d'activités génératrices de revenus, formés dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture et l'élevage. Un capital de démarrage est également accordé à ces ménages afin de leur permettre d'acheter du bétail, constituant ainsi une source de revenus supplémentaires. Ce capital s'élève à 210 000 arrières et est versé en 2 tranches. Le financement total alloué au FID pour la mise en œuvre de ce programme est de 50 millions de dollars. Et la distribution débutera prochainement au profit des habitants de Tolagnar. Dans les actualités internationales de ce soir, depuis novembre 2024, les bombardements israéliens au Liban ont régulièrement lieu ce lundi 19 janvier. Notamment hier, Israël avait frappé des sites du Hezbollah dans plusieurs zones du sud du Liban, alors que le Liban a annoncé ce mois-ci des progrès dans le désarmement du mouvement. France 24. Eh bien Julien, vous savez, les frappes israéliennes au Liban sont quasi quotidiennes. Aujourd'hui encore, l'armée israélienne a bombardé plusieurs secteurs dans le sud du Liban. Israël dit avoir visé des sites de lancement de roquettes, des camps militaires du Hezbollah, des tunnels utilisés par le Hezbollah pour stocker des armes. Et surtout, vous savez, ces frappes ont lieu au nord du fleuve Litani. Ce n'est pas un détail géographique anodin. L'armée libanaise devrait débuter en février la seconde phase de son plan de désarmement du Hezbollah dans cette région même, eh bien, une région qui s'étend du nord du fleuve Litani jusqu'aux portes de la ville de Saïda, la ville portuaire de Saïda. Un autre élément important, eh bien, c'est que la plupart des zones frappées aujourd'hui et ces derniers jours aussi ont déjà été bombardées à plusieurs reprises. Vous savez, on voit donc une stratégie israélienne de frappe répétée sur les mêmes secteurs. Tsahal ne s'en cache pas. L'armée israélienne est donc déterminée à empêcher toute reconstitution de capacités militaires du Hezbollah dans cette région du pays. Et puis, il y a aussi un élément très important à noter, la séquence de ce week-end, c'est surtout que l'armée israélienne a annoncé la fin donc d'une mission de 2 mois menée par une unité spécialisée avec un objectif clair, très affiché selon Tsahal, eh bien celui d'empêcher l'enracinement du Hezbollah dans la zone frontalière. Concrètement, eh bien, ça s'est traduit par des incursions nocturnes, des dynamitages de bâtiments, des tirs d'artillerie dans plusieurs secteurs frontaliers. Et vous savez, comme dans la Syrie, en Syrie, dans le sud de la Syrie, eh bien, Israël chercherait aussi à établir une zone tampon élargie au sud Liban. Et sur le terrain, ce sont donc des quartiers, des maisons, des oliveraies, parfois plus que centenaires, et aussi, vous savez, de nombreux repères qui disparaissent donc aux grandes dames des habitants de la zone frontalière aujourd'hui qui sont déplacés par la guerre et par les violences.
Au moins 39 personnes sont mortes dimanche dernier dans un accident de train près d'Amamuz dans le sud de l'Espagne selon un dernier bilan provisoire. Les opérations de secours se poursuivent depuis hier lundi 19 janvier. France 24. Et si Donald Trump assure qu'il doit s'emparer du Groenland pour des raisons de sécurité nationale, le public américain ne suit pas. Les détails avec France 24. Le Groenland est vital pour la sécurité des États-Unis et Washington doit en être propriétaire afin d'empêcher la Russie ou la Chine d'occuper ce territoire stratégique et riche en ressources minières. Donald Trump et son administration ont beau marteler leurs arguments, le public américain ne suit pas. Environ 47% des personnes interrogées dans le cadre de ce sondage Reuters-Ipsos réalisé la semaine dernière désapprouvent les efforts américains pour acquérir le Groenland. 36% sont indécises. Seulement 4% des Américains, dont un républicain sur 10 et quasiment aucun démocrate, estiment que ce serait une bonne idée que les États-Unis utilisent la force militaire pour s'emparer du Groenland. Au contraire, ce serait une mauvaise idée pour 71% des personnes interrogées, dont 9 démocrates sur 10 et 6 républicains sur 10. À la télévision américaine, des élus démocrates témoignent de l'embarras de leurs collègues républicains. Est-ce que mes amis républicains, au-delà de me dire discrètement « Marc, c'est de la folie », le diront publiquement et s'opposeront au président qui sème le chaos dans l'ordre international et qui, je dois vous le dire, ne contribue en rien à la sécurité des Américains? Une compréhension réaliste des conséquences des menaces de Donald Trump fait réagir des élus de son propre camp. Sur les alliés à qui il menace d'augmenter les droits de douane, 7 sont des partenaires dans le programme F-35, 3 ont sur leur territoire des armes nucléaires américaines et 5 ont sur leur sol une présence permanente de troupes américaines. Il ne s'agit pas de n'importe quel allié, mais des alliés très forts. De nombreux républicains, électeurs comme élus, lassés par des décennies de conflits militaires à l'étranger, ont été séduits par des discours de campagne promettant que les États-Unis désormais éviteraient la guerre. Donald Trump apparaît dès lors en porte-à-faux. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne soirée sur Viva. Au revoir.